Est-ce que vous aimez les jeux vidéo? Il est facile de répondre oui à cette question, puisqu'il existe de nombreuses variations et formes physiques. De la console branchée à la télévision ou bien portable, à la borne d'arcade en passant par les plateformes en ligne, chacun peut trouver son compte. De la plateforme, du RPG, de l'action, du tir à la première ou troisième personne, du sport, du visual novel et j'en passe. Si l'on prend également les différentes façons de jouer, les diversités visuelles et audio, il y a matière à trouver son compte. Sans compter que la majorité des titres de ce média tendent à apporter du plaisir dans leur atmosphère, il est impossible de ne pas aimer les jeux vidéo au sens général. De même qu'au cinéma, il existe tellement de genres et styles différents qu'il est impossible de dire que l'on n'aime pas le cinéma, d'autant que les cinéastes essayent généralement d'apporter un certain plaisir aux spectateurs. Ce point de plaisir est donc compliqué à définir à cause de la dite subjectivité. Bien sûr, c'est aussi dû au choix créatif des équipes, mais je garde ça pour une autre fois. Et cette subjectivité peut parfois empêcher une vision plus globale d'une œuvre, surtout quand il s'agit d'une adaptation cinématographique. En effet, le cinéma, de par son principe, donne une forme à ce que le spectateur imaginait et impose une vision non négligeable. Et cette vision peut changer d'un spectateur à l'autre, surtout quand il s'agit d'une œuvre ne dévoilant pas forcément l'intégralité de son univers, comme dans un livre ou justement un jeu vidéo. Mais si ce choix non négligeable peut refermer certaines possibilités narratives, le changement de format peut également ouvrir des possibilités sur d'autres points comme l'esthétique ou bien le message. Par exemple, ce qu'une adaptation cinématographique perd en interactivité gagne en, ouvrez les guillemets, prestige dû à l'ancienneté du médium cinématographique. Et maintenant que cette brève présentation de la question de la subjectivité vidéoludique est faite, parlons de Postal. Postal est une saga de jeux vidéo créée par Michael J, pas lui ni lui, Riddle, Vince Daisy, ou Desiderio si vous préférez, et la société Running with Scissors en 1997, et dont l'épisode le plus connu est le second, sobrement intitulé Postal 2, bien qu'écrit Postal au carré. Sorti en 2003, il raconte la semaine complètement improbable d'un gars nommé le Postal Dude, habitant dans une petite ville au nom doucement ironique de Paradise City, et dont chaque objectif banal, comme aller chercher ses allocations ou bien acheter du lait, s'achève systématiquement dans un immense main de sang. Le joueur possède une liberté d'action absolument gigantesque, comme entrer dans à peu près n'importe quelle maison ou utiliser n'importe quoi en guise d'arme. Et suite au succès, le jeu a reçu bien entendu une suite en 2011 et encore plus naturellement un film. Sorti en 2008, ce film est produit, coécrit et réalisé par Uwe Boll et était vendu sur l'affiche, comme sur la jaquette du DVD, comme un film South Park en live action. Enfin bref, de quoi parle le film ? Le film s'ouvre sur deux terroristes ayant pour but de s'écraser sur ce qui se révélera être une tour américaine, mais en fait non, mais finalement oui. Puis on enchaîne sur le Postal Dude, qui ne ressemble pas au Postal Dude du jeu, mais qui habite dans la même caravane que dans le jeu, dans la même ville que dans le jeu, et vit le pire moment de sa vie comme dans le jeu. Il fait des mauvais choix, puis décide de se venger, massacre tout le monde, et c'est la fin du film Postal de Uwe Boll. Qu'est-ce que je suis drôle. Bon. Plus sérieusement, après une ouverture détournant un événement intervenu aux USA, le film nous narre l'histoire du Postal Dude, un homme ayant une vie vraiment pas terrible, faite d'injustice, du hasard, d'infidélité de sa femme légèrement enveloppée, ou encore d'un système globalement absurde possible. Suite à un meurtre accidentel du SDF le plus bling bling possible, il finit par accepter une proposition de cambriolage d'un parc à thème dans Paradise City. L'opération est proposée par son oncle Dave, gourou d'une secte persuadé d'être les élus allant survivre à l'apocalypse et comptant éponger une dette fiscale en volant la dernière cargaison internationale de petites peluches parlantes appelées les coucougnettes, ça s'écrit comme ça, et valant plusieurs milliers de dollars à l'unité. Sauf que l'on apprend rapidement que le groupe Al-Qaïda est également à la poursuite des coucougnettes, car ces dernières se révèlent posséder des extraits du virus de la grippe aviaire et pourraient aider à l'éradication de ceux qu'ils considèrent infidèles. Bref, les terroristes arrivent au parc en même temps que nos héros, un massacre a lieu, surtout sur les enfants, et la secte s'enfuit avec les précieuses peluches tout en prenant bien soin de kidnapper Vern Troyer dans sa propre valise kinky. Puis le héros se rend compte qu'un policier le prend pour cible suite à un quiproquo durant la fusillade avant de voir oncle Dave mourir abattu par Richie, jusqu'ici présenté comme un vulgaire bras droit qui se révèle bien plus tard avec oncle Dave et prend le Postal Dude comme cible à abattre. Ce dernier parvient à s'échapper et s'arme en conséquence avec l'attirail préparé par Richie pour la secte qui, maintenant que j'y pense, s'appelle la Denomination of Organic Monotheism pour Doom. C'est marrant, et s'en va tel un héros réganien abattre les membres de la secte et les terroristes et quelques civils armés qui passaient par là. Et je voudrais rester sur le premier résumé, putain. Enfin bref, le Postal Dude fait alliance avec une fille qu'il a croisée 2 fois et avec laquelle il a uniquement parlé de café, littéralement. De café crème. Le café, c'est ça? Oh oui, 2 cafés crème. Ouais. Il abat tout le monde, tape sur tout le monde et finit par s'en aller de Paradise City avec la fille et le chien. Et le film se termine sur un plutôt joli plan de pluie de missiles atomiques chinois et sur une jolie contrefaçon d'Over the Rainbow d'Israël Kamaka Wiwo Ole, avec mes excuses si je prononce mal son nom, mais je devais le citer parce que là, c'est quand même abusé. Ooh.
Voilà. Un sacré merdier ce film. Mais bon, reprenons étape par étape et posons-nous la question de l'adaptation. Comme vous l'avez compris depuis l'intro, le film est une adaptation du jeu vidéo Postal 2. Il convient du coup de se demander si le film est une bonne adaptation. Du coup, est-ce que le film Postal de Uwe Boll est une bonne adaptation? Eh bien oui, mais pas que. Pour commencer, les personnages. Ils sont des caricatures vraiment grasses et sans point d'accroche, ce qui empêche de ressentir une quelconque empathie pour eux. Ensuite, les visuels. À l'exception du Postal Dude, dont l'interprète Zach Ward n'est absolument pas ressemblant physiquement comme vestimentairement, tout le reste de l'univers est fidèlement reconstitué. On retrouve effectivement la caravane, le centre des allocations, les rues plutôt vides, etc. Pareil pour l'ambiance, avec des tons plutôt jaunâtres, mais aussi une sensation constante de chaleur, sans arriver à des extrêmes comme Waking Fright par exemple. De plus, de nombreuses références au jeu sont faites tout le long du film, comme la première quête aux allocations, le lait, le chat en guise de silencieux, même si ce dernier n'explose pas dans le film puisqu'utilisé qu'une fois pour un coup de feu, et j'en passe. C'est quand même dommage qu'il n'ait pas récupéré le corps, ça aurait aidé pour le son du film. Mais outre la fidélité à l'œuvre originale, Uwe Boll et son scénariste ont décidé d'ajouter une pointe de satire dans tout le long métrage. Même si plusieurs points peuvent sembler être de la provocation gratuite, ce qui en est à plusieurs reprises, soyons honnêtes, il s'avère qu'une critique satirique semble exister. Mais pour cela, un peu de contexte. Uwe Boll est un cinéaste d'origine allemande et a réalisé plusieurs films dans son pays natal avant d'accéder aux États-Unis avec une coproduction pour House of the Dead en 2003. L'Allemagne reste cependant récurrente dans son cinéma grâce à un obscur système de déduction d'impôts ayant cessé dans les années 2010. Et son origine allemande, confrontée au système américain, a dû le faire tiquer sur plusieurs points, mais pour revenir à Postal, le film s'est vendu avec la phrase promotionnelle d'un film South Park en live action. Et Uwe Boll a plusieurs fois exprimé le fait d'avoir fait un film aussi drôle que les Monty Python. Et le plus explicite entre les deux références citées est leur aspect comique et trash, certes, mais aussi leur satire. En effet, les deux critiquent notre monde sous toutes ses coutures, que ce soit du point de vue d'enfant face au monde des adultes, ou par une remise en perspective d'une autre époque, voire d'une autre culture quand ce ne sont pas les deux en même temps. Mais avec Postal, nous avons une illustration frontale de la provocation pure consistant à bêtement taper sur tout le monde. Et cela commence dès l'ouverture du film, avec la scène dans l'avion. En plus d'annoncer plusieurs éléments discutés plus tard dans le film, elle présente les deux terroristes comme deux hommes pas vraiment fervents croyants, puisque visiblement plus attirés par les vierges qu'ils rejoindront après leur mort en martyr. Mais le film s'amuse régulièrement à montrer des similarités, voire des influences mutuelles entre les deux soi-disant groupes ennemis. Et les exemples sont nombreux, comme Ben Laden assistant à une conférence sur les techniques de management capitaliste, les discussions marketing entre les hauts placés d'Al-Qaïda, le kamikaze disant adieu à plein de produits de consommation typiquement américains, et j'en passe. Et je pense qu'aucun plan ne puisse être un meilleur exemple de cette ironie que de voir Ben Laden et George W. Bush gambadant ensemble main dans la main en fin de film. Ou bien même cette réplique « On déteste tous les juifs !» suivie par une réaction d'approbation lorsque le héros propose une trêve au milieu d'une fusillade. Oui, enfin, ça, c'est une évidence. Et pour achever le point sur les terroristes, ils ne sont jamais nommés ainsi dans le film, ni dans le descriptif du film. Ils sont uniquement décrits en tant que talibans. Intéressons-nous à l'Amérique et ses habitants. Pour commencer, nous pouvons observer les gens de la classe moyenne dans le film. Leur représentation commence dès l'ouverture du film lorsqu'ils tentent de reprendre le contrôle de l'avion. Il y a là certes un acte à volonté héroïque, mais plutôt contre-productif, puisqu'aucune écoute se fait dans l'adrénaline et la situation empire jusqu'à la fin. De plus, les Américains sont dépeints comme très individualistes, chacun voulant sa propre justice et surtout portés sur l'agressivité et la violence. Par exemple, quasiment chaque personnage présent dans le film est visible avec au moins une arme à la main. Si ce choix met en exergue la loi constituant le port d'armes aux USA ainsi que la possession d'armes, encore une fois différent de nombreux pays d'Europe, l'agressivité est très représentée, avec des Américains quasiment vus comme des personnages de western, prêts à flinguer un type sans défense et surtout après l'avoir reconnu à partir d'une vieille photo à peine ressemblante. Ce type ressemble à Jésus. Voyons la représentation de l'Amérique en soi. Pour commencer, rappelons encore une fois qu'Uwe Boll est d'origine allemande et que même si la paix est officielle entre les deux pays depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les USA ont profité de pouvoir récupérer certains points importants de l'Allemagne, aussi bien en personnel qu'en matériel. Et le parc de Little Germany, ou Petite Allemagne en français, résume bien les problèmes dont Uwe Boll veut visiblement parler. Que ce soit de simples détails comme la mascotte dissimulée dans la foule, ou bien des éléments plus directement filmés, comme certaines attractions, de nombreux éléments de détournement culturel et/ou historique sont omniprésents dans la scène du parc. Prenez par exemple la vente de costumes. Il y a une revente de contrefaçon plutôt grotesque de costumes traditionnels bavarois. Originellement, le costume est constitué d'un lederhose pour les hommes et de dirndl pour les femmes, et se portait à certaines cérémonies. Cependant, le costume est entré dans la culture populaire, et il est très aisé de trouver des répliques bonnes ou mauvaises et de s'en procurer à très bas prix. Mais en outre de ces éléments,
Un autre point du parc est important pour la critique, à savoir son gérant. Il est joué par nul autre que le réalisateur du film, Uwe Boll lui-même. Son interview au sein de la foule est remplie de méta, mais aussi d'un autre commentaire. Rappelons encore une fois qu'Uwe Boll est d'origine allemande et a réalisé quelques longs métrages en Allemagne avant une coproduction à l'occasion de l'adaptation de House of the Dead en 2003, suivie par des productions progressivement américaines à la suite de sa carrière, avec Alone in the Dark, Tunnel Rats ou encore Stoic. Du coup, quand on le voit gérer un parc d'attractions représentant son propre pays de façon cynique et caricaturale, avec l'accent forcé en VF comme en VO, l'évocation du passé historique ou encore le paiement particulier de Verne-Troy, ou même de ses films. Parce qu'on entend souvent certaines rumeurs comme quoi mes films seraient financés par l'ordre des nazis, et que répondre à ça, à 100%. Il faut bien que cet argent serve à quelque chose. Alors oui, l'écrire, c'est bien. Mais le faire, c'est mieux. Comme vous l'avez bien compris au vu de ce que j'ai cité, le film balance plein de pics et de critiques envers de nombreux points de notre société actuelle avec une fixation particulière sur les USA. Même s'ils sont récurrents dans le film, les terroristes sont quasiment mineurs à l'intrigue, posant uniquement problème durant le vol des coucougnettes et ajoutant des cibles à abattre durant la fusillade finale du film. Pareil pour les membres de la secte, n'apparaissant que pour soit présenter l'aspect pacifique en façade des Dooms ou l'aspect plus agressif / d'emprise lors de la fusillade finale. Et pareil pour les forces de l'ordre, constamment considérées comme incompétentes et responsables, ou encore des politiciens corrompus par l'argent. Des critiques pouvant être intéressantes, sauf lorsqu'elles sont littéralement évoquées et sans plus. Et du coup, de nombreux points qui sont en soi pertinents passent à la trappe à peine ils ont été cités. Prenez par exemple la scène de l'entretien d'embauche. Oui certes, la scène est plutôt longue en soi, entre la chaise cassée, les questions absurdes et visiblement hors sujet, et l'entretien finissant par un chant en l'honneur de la compagnie avant un refus du patron. Alors certes, la scène dure en longueur et introduit le souci d'argent du postal dude, menant au reste du film, mais à part le patron apparaissant 5 secondes en fin de film pour mourir dans un gag, eh bien on ne parle plus des soucis d'emploi de tout le reste du film. À part l'ironie des terroristes étant en manque de recrues et d'employés, plus rien à ce sujet. Pas même quelque chose en filigrane disséminé tout le long du film. La scène apparaît, et puis plus rien. Pareil pour de nombreux autres éléments qui consistent à juste une scénette insistant lourdement sur un point avant de passer à autre chose. Du coup, on se retrouve juste avec une série de commentaires très superficiels sur notre monde actuel, enrobés de mauvais goût. Après, il est parfaitement possible que je fasse une surinterprétation du film dans mon but de relecture, car en vrai, je déteste ce film. Ayant une fois trouvé un lien de téléchargement sur internet, j'ai eu l'occasion de tester le jeu Postal 2. Alors je l'ai installé, j'ai joué un petit peu, et puis, oui, voilà quoi. En bref, j'avais détesté le jeu, le trouvant franchement lourdingue, et avait de nombreux a priori avant de voir le film. Et ça n'avait pas manqué, j'avais également détesté le film. Je le trouvais vulgaire, mais dans le mauvais sens du terme, à savoir gratuit et franchement provocateur pour rien. Mais après avoir entendu certains propos promotionnels, il est clair qu'un ou plusieurs messages ont été pensés et qui n'apparaissent pas dans le jeu original. Et même si je déteste ce film autant que les jeux, il s'avère qu'Uwe Boll a bien voulu dire quelque chose au-delà de la provocation et que donc ces messages méritent que l'on s'attarde un peu dessus. Mit dir zu gehen. Doch ich bin einsam. Bin immer einsam. Und ich frage mich, warum? Sag